Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dev Café, la petite émission quotidienne d'une dizaine de minutes qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Et je suis désolé, aujourd'hui la vidéo sort un peu plus tard alors que c'est vers 7h en temps normal. Alors pour ce qui est du programme du jour, il sera notamment question de taille de texte, de Google et d'Android, de nombreux acteurs qui viennent dézinguer l'App Store et bien d'autres sujets. Mais en tout cas, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas Apple voit les balles arriver de tous les côtés en ce moment. Mais bon allez, trêve de teasing, on regarde tout ça ensemble. Je suis tombé par hasard hier sur le tableau que vous voyez et je pense qu'il pourrait vraiment vous intéresser. Alors généralement quand on développe et teste nos applications, on le fait en anglais, puis en français et éventuellement dans d'autres langues, mais certaines ont des impacts significatifs sur la taille qui est occupée. Alors imaginons qu'on prenne l'anglais comme base, qui est généralement un texte un peu plus court que le français, et bien le chinois et le japonais ont une largeur jusqu'à 50% inférieure. Alors pour ce qui est du français et de l'italien, c'est environ 30% supplémentaire. Et vous imaginez bien que des langues comme l'allemand avec des mots à rallonge, eh bien eux ils font péter les scores avec 50% de plus en termes de largeur que l'anglais. Bref, n'oubliez pas de prendre en compte ces cas extrêmes car l'interface graphique peut totalement varier d'une langue à l'autre. Je vous en avais parlé en début de semaine, mais sur iOS 16.2, Apple a mis en place les Rapid Security Responses qui permettent de déployer des petits patchs de quelques mégas plutôt que de devoir mettre à jour le système dans sa globalité. Alors côté Android, c'est un peu différent, ne serait-ce qu'avec le Project Mainline, mais dans 2 commits sur AOSP, notre célèbre Michal a détecté que des optimisations pouvaient être mises en place pour non pas réduire la taille des téléchargements, mais plutôt le temps d'installation. Alors selon le benchmark que vous voyez, on est presque proche d'un temps qui est divisé par 2, autant vous dire que c'est plutôt rapide. Après, reste à savoir si ce mécanisme sera disponible sur toutes les versions du système, ou alors est-ce qu'il faudra attendre Android 14. Maintenant qu'on a une page pour les changelogs sur les services Google, on se rend compte à quel point ils sortent des versions très fréquemment, même s'il n'y a que très peu de nouveautés au final. Alors on a vu que la version de jeudi dernier apportait l'archivage des applications, et pour ce qui est de ce jeudi, les permis de conduire qui peuvent être numérisés et non pas digitalisés comme j'allais le dire, peuvent être intégrés à Google Wallet, sachant que c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un bon moment chez Apple. En revanche, j'ai pas l'impression qu'en dehors des États-Unis, on puisse dématérialiser de la même manière les permis de conduire. En France, il y a quand même la nouvelle carte d'identité qui est compatible, mais pour le moment, ça reste une bêta fermée. Et pour le reste du changelog, c'est assez difficile de lire entre les lignes, avec des améliorations de performance et des corrections de bugs. Toutefois, on note une section pour les services pour les développeurs, et il est question de nouvelles fonctionnalités autour de la localisation en fonction du contexte. Alors si toutefois vous avez un décodeur ou une boule de cristal pour décrypter ce message, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, vous en avez l'habitude, on s'arrête quelques secondes pour des actualités un peu plus généralistes et en vrac avec la partie en bref. Comme chaque année, Apple vient de publier une note pour indiquer que pendant les fêtes, c'est-à-dire entre le vendredi 23 et le mardi 27, les temps de validation des applications iOS pourraient significativement augmenter. Sachant qu'ils indiquent qu'en temps normal, il faut moins de 24 heures pour avoir un premier retour. Une nouvelle version bêta d'iOS 16.2 vient de sortir pour les développeurs avec probablement uniquement de la correction de bugs, sachant que la version finale est prévue pendant quelques jours. Et pour clore sur Apple, Elon Musk a rendu visite à Tim Cook et en a profité pour dire à quel point le parc autour de l'Apple Park était beau. Mais plus sérieusement, il y aurait, je cite, une mauvaise compréhension autour d'une potentielle suppression de l'application Twitter de l'App Store. On imagine également que le taux de commission de 30% a fait l'objet d'un débat entre les deux, mais a priori, sujet clos. Cloudflare est un outil qui s'est imposé ces dernières années et malgré des offres gratuites plutôt généreuses, il faut souvent basculer vers les offres payantes nommées Pro et Business. Alors que le prix n'avait pas changé depuis 2017, il va passer de 20 à 25 $ et de 200 à 250 $ par mois. Si toutefois vous prenez un abonnement avant le 15 janvier, vous pourrez continuer à bénéficier du tarif actuel. Sinon, la société proposera un abonnement annuel dont le tarif sera équivalent au précédent. Et avec tout le foin qu'Elon Musk fait avec Twitter depuis son rachat, de nombreux concurrents en ont profité et deux se démarquent, Post et Hive Social. Pour le second, la recommandation est simple, ne l'utilisez pas. Plusieurs vulnérabilités importantes ont été détectées puis notifiées à la société. Elle a alors indiqué avoir corrigé les problèmes, sauf qu'il n'en était rien. Les chercheurs en sécurité ont alors tout dévoilé hier et devant le bad buzz généré, les applications mobiles ont été dépubliées. Si toutefois vous l'avez sur votre smartphone, retirez-la car les failles concernent la sécurité des données. Et on continue avec une autre faille de sécurité qui concerne des modèles de voitures Hyundai et Genesis achetés après 2012. Elles peuvent être ouvertes à distance et même être démarrées.
Les applications mobiles ou plutôt les backends derrière sont fautifs, mais s'agissant d'API, le nécessaire aurait été fait pour prendre des contre-mesures préventives. Et pour finir, vous l'avez peut-être entendu dans les journaux nationaux, mais la marque Camaïeu est en liquidation judiciaire, et outre les stocks de vêtements qui vont être mis aux enchères, le fichier client va l'être également. La CNIL devrait se montrer particulièrement pointilleuse sur le dossier car le RGPD stipule que le nouvel acquéreur devra informer chaque client de l'utilisation de leurs données ou encore des moyens de sécurisation. Les potentiels acquéreurs devront donc mettre cette variable dans leur équation d'achat. On reprend avec les langages de type Memory Safe et il y a quelques temps on avait vu que la NSA recommandait de se passer des langages comme C ou C++ pour privilégier des langages Memory Safe, comme Swift par exemple, parce que les taux de vulnérabilité sont très largement réduits. Et Google vient de confirmer cela puisqu'une grande partie du système Android était jusqu'à présent faite uniquement en C++, et dans un post de blog il donne même le chiffre de 65% des vulnérabilités qui viennent de la gestion de la mémoire. Et depuis 2019, le nombre de vulnérabilités sur Android a considérablement diminué, passant de 223 à 85 cette année, et cela vient du fait notamment que Google a basculé vers du Rust tout en continuant de faire du Kotlin et du Java. Mais en parallèle, le code C++ a aussi fait l'objet de plein d'outils qui permettent notamment de détecter les problèmes de vulnérabilité au niveau de la mémoire. Mais l'objectif pour Google, c'est absolument pas de tout réécrire en Rust, mais de le faire progressivement avec les nouvelles fonctionnalités. Par exemple, sur Android 13, 21% du code était en Rust, le reste étant en C++. Et pour conclure d'ailleurs sur ce chapitre en Rust, il y a quelques semaines, on avait vu que le NDK Android allait être compatible, mais le problème c'est que les tickets n'ont pas avancé depuis. Dommage, en tout cas j'essaierai de vous tenir au courant. Allez, un peu de piquant maintenant, car on sait que la validation sur le Google Play et l'App Store est souvent mystérieuse, mais cette fois-ci on atteint quand même un certain niveau de ridicule. Alors avant de vous expliquer la situation, dès qu'il y a du contenu qui est généré par les utilisateurs, il doit être possible de signaler le message ou encore de bloquer le contenu, voire l'utilisateur. Et sur Reddit, un développeur nous explique que son application n'a pas été supprimée, mais c'est carrément le compte développeur dans la globalité. Alors la raison, c'est qu'il n'existe pas de fonctionnalité permettant de bloquer le contenu. Et pour ça, la personne ou alors le robot à l'origine de cette action donne une capture d'écran pour justifier cette décision. Et que voit-on sur cette capture d'écran? Eh bien, à la fois la fonctionnalité pour bloquer et signaler. Donc en toute logique, le développeur il a fait appel et il avait toutes les raisons d'espérer que son cas soit rétabli. Mais rien du tout parce que la réponse a été « Nous vous confirmons que la décision était correcte ». Bon, plus précisément, avant que le compte ne soit vraiment supprimé, ils avaient reçu à 4 reprises un mail pour leur réexpliquer ce qu'il fallait faire pour le contenu généré par les utilisateurs. Mais bon, d'une manière générale, ça semble être une case cochée par mégarde, et vu que les chances d'arriver à contacter Google sont à peu près aussi élevées que d'envoyer une bouteille à la mer, eh bien ça se donne ce genre de situation totalement anormale. Et ensuite, je sais pas si c'est moi qui ai un regard déformant sur la réalité, mais j'ai vraiment l'impression que ce genre de retour se multiplie ces derniers temps. Bon après, d'un autre côté, si on fait un peu l'avocat du diable, il faut avouer qu'avec le nombre de nouvelles applications et de mises à jour qu'il y a chaque jour, forcément le travail ne doit pas être si simple, et il y a des faux positifs aussi. Et en restant sur l'aspect boutique d'applications, mais cette fois-ci chez Apple, c'est un peu tout le monde contre l'App Store. Alors pour commencer, il y a le CEO de Spotify qui a fait une série de tweets et cite des dizaines d'exemples du monopole, mais avant ça, il commence en indiquant qu'Apple se donne tous les avantages possibles, tout en étouffant l'innovation en nuisant aux consommateurs. Bref, ambiance, comme on dirait. Et ensuite, Mark Zuckerberg a déclaré que chez Apple, la manière dont l'App Store a été conçu, c'est qu'une seule entreprise contrôle unilatéralement les applications qui se trouvent sur l'appareil, et en effet c'est le cas. En revanche, Google et Android ont les faveurs du créateur de Facebook, car il indique qu'ils ont toujours fait en sorte que l'on puisse sideloader et avoir la possibilité d'avoir d'autres boutiques. Bien évidemment, il dit ça pour en profiter et pour tirer les couvertures vers lui et affirmer que la vision de Meta pour leur plateforme de VR c'est exactement la même que Google et Android. Mais bref, il semblerait que les attaques d'Elon Musk aient permis de ressortir les couteaux de dessous le lit, car c'est vraiment unanime. Mais bon, pour Spotify, il s'agit déjà d'un dossier qui date d'il y a plusieurs années, de la même manière finalement que Epic Games avec Fortnite. Et pour Mark Zuckerberg, on va pas se le cacher que c'est un certain moyen de détourner pour détourner en tout cas le regard et de l'échec du métaverse. Et allez, on va s'arrêter là pour le Dev Café du jour, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, auquel cas n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Pour ce qui est du sondage sur le télétravail, n'hésitez pas à y jeter un œil parce que je vais essayer d'avoir un maximum de réponses possibles. Mais en attendant le retour du prochain numéro lundi, je vous souhaite à tous un excellent week-end et une bonne journée parce que on n'est qu'à la mi-journée. Allez, à lundi.